Bien, mesdames et messieurs, chers optimistes printaniers, Thierry Saucet m'a demandé de réunir ici un certain nombre de journalistes accrédités auprès des institutions européennes afin de voir si nous faisions correctement notre affaire, ce qui pouvait être amélioré et s'il était possible de parler autrement d'Europe. On suppose qu'autrement d'Europe, ça veut dire mieux ou plus, je ne sais pas, et peut-être que plus, c'est pas mieux d'ailleurs, mais on aura l'occasion d'en débattre. Bien. Je vous signale qu'aujourd'hui, il y a un Conseil européen, donc un sommet des chefs d'État et de gouvernement extraordinaire consacré aux questions de migration. Et donc, pour cette raison, ceci n'était pas prévu au moment où nous avons fixé ce rendez-vous. Pour cette raison, je suis particulièrement reconnaissant à mes confrères et consoeurs qui ont bien voulu se libérer ce matin pour être des nôtres. Sans ordre protocolaire, à ma gauche, l'excellent Lorenzo Consoli, qui est un journaliste italien. Enfin, on a pratiquement oublié nos nationalités ici depuis le temps qu'on est là. Lorenzo, qui représente ici depuis de longues années l'agence qui maintenant s'appelle ASCA Presse, voilà, qui est une agence internationale à caractère européen et à dominante économique. C'est bien ça, Lorenzo ? Non, qui est généraliste maintenant, très bien. Je précise que Lorenzo a été assez longuement également le président de notre association de la presse internationale ici à Bruxelles, un organe puissant et fédérateur. Expérience à nul autre pareil et qu'il pourra vous parler en connaissance de cause du microcosme politico-médiatique où nous nous déplaçons. À ma droite, Mihaela Gergishan, qui est roumaine, mais aussi un peu belge, qui est ici depuis très longtemps et qui représente la filiale de Radio France Internationale à Bucarest, qui s'appelle RFI Romania. République roumaine, la seule source d'information à peu près digne de foi et indépendante en Roumanie. À sa droite, Michael Stabenow, que les lecteurs de la Frankfurter Allgemeine Zeitung connaissent de signature depuis très longtemps et qui lui aussi a exercé de hautes fonctions au sein du bureau de l'association de la presse internationale. Il a été président également. Alors, où est passée Griselda ? Ah, elle est là. Bon. Tu arrives au bon moment, tu ménages bien tes entrées. Griselda Pastor, qui représente ici également depuis de nombreuses années la première chaîne commerciale de radio en Espagne, qui s'appelle la Cadena SER. Voilà. Bonjour Thierry, installez-vous, faites comme chez vous. Parfait. Bien, moi je vais commencer par demander à Lorenzo de préciser un petit peu les contours de ce microcosme dans lequel nous travaillons ici. Combien sommes-nous aujourd'hui ? Quelles sont les nationalités les plus représentées ? Enfin, les organes de presse dont les nationalités sont les plus représentées. Et en deux mots, quels sont nos soucis ? Et je poserai la même question aux autres. Lorenzo, c'est à toi. Bonjour. Oui, moi je suis là depuis 86. Donc, juste pour Et alors, la salle de presse internationale de Bruxelles, c'est en fait la salle de presse internationale la plus importante au monde, puisqu'il y a plus de journalistes qu'à Washington. On a, je n'ai pas vu les derniers chiffres, mais on a quand même autour de 1100 journalistes internationaux accrédités. Et il y a eu, il y a quelques ans, en 2010, il y a eu le seul moment où il y a eu une flexion. Les journalistes ont diminué. Pendant 2 ans, c'était surtout à cause de la crise financière. Mais après, c'est exactement la crise financière, économique et financière qui a repoussé les chiffres, les affaires augmentées parce qu'il y a eu plus de gens qui sont venus pour suivre la crise économique et financière. À part ça, il s'agit d'une salle de presse tout à fait internationale où il y a beaucoup de journalistes des grands pays européens. Les Espagnols sont très représentés, les Français, les Allemands, les Italiens. Et les Anglais, un peu moins, disons, mais on connaît leur intérêt plutôt bas pour l'Europe, parfois
Parfois, ils n'ont pas de façon caricaturale, ils ne sont pas vraiment intéressés. Mais il y a quand même des journaux importants comme le Guardian, Financial Times, qui sont au niveau anglo-saxon, pas anglais, Wall Street Journal, qui sont quand même, et les agences comme Reuters, qui sont très bien représentées, qui font très bien leur travail. Quand on parle quand on dit parler autrement de l'Europe, rendre l'Europe plus intéressante, communiquer l'Europe, on a toujours participé à plein de conférences, aux séminaires, tout ça. Moi, je voudrais dire une chose, si c'est possible. Je crois que dans la communication sur l'Europe, le problème principal qu'il y a, ce n'est pas que l'Europe est rébarbative, ce n'est pas que l'Europe est compliquée, c'est vrai, l'Europe est compliquée, parfois elle est rébarbative. Ce n'est pas non plus que les décisions sont très très longues à prendre parce qu'on prend du moment où il y a la proposition de la part de la Commission au moment où il y a la décision finale, parfois il y a 2 ans, 3 ans, parfois même plus qui se passe. Donc on ne sait jamais à quel moment la décision est prise vraiment. Et lorsqu'elle est prise, on a déjà parlé, mais c'est déjà vieux. C'est un peu comme ça que ça se passe, mais c'est pas vraiment tout ça. À mon avis, le vrai problème de communication qu'il y a pour l'Europe, c'est que l'Europe ne décide pas avec courage ce qu'elle devrait décider quand il le faut. Quand elle l'a fait, ce bâtiment s'appelle Jacques Delors. Quand Jacques Delors a pris les décisions qu'il fallait prendre au moment où il fallait le prendre, avec imagination, avec courage, avec vision, là, on a parlé de l'Europe. On a parlé beaucoup de l'Europe de façon positive et l'opinion publique, les opinions publiques européennes étaient carrément en faveur de l'Europe. C'était compliqué, le marché unique, Dieu sait si c'était compliqué, mais on en parlait et il y avait la volonté d'expliquer les choses. Quand l'Europe se comporte comme elle s'est comportée avec la crise, pendant la crise de la zone euro, elle prend des décisions tard, mal, les mauvaises décisions. Elle a un discours qui qui ne correspond pas à la réalité. Et elle est complètement distant, absent par rapport aux vrais besoins des gens. Là, il y a un problème de communication. Mais oui, il y a un problème de communication parce qu'il n'y a pas le contenu. L'Europe, on ne peut pas la vendre comme une savonnette, comme un produit de beauté. L'Europe doit prendre les décisions qu'il faut au moment où il le faut, dans l'intérêt général européen. S'ils font ça, on peut bien communiquer l'Europe. Sinon, c'est difficile. C'est vrai, nous sommes tributaires évidemment du produit de départ, de la matière première. Nous ne sommes que des transformateurs, des gens qui expliquent ce que nous voyons. Nous sommes des témoins. Par la force des choses, certains d'entre nous se prennent pour des acteurs. Je crois qu'il faut plus de modestie, probablement. Alors, dans l'analyse qu'on peut faire de nos contacts avec nos sources dans les institutions européenne, je vais demander à Griselda de nous dire comment, au fond, nous procédons. Quelles sont nos sources, on ne vous donnera pas de nom et de numéro de téléphone portable, mais quelles sont nos sources dans la régularité et quel jugement on peut porter sur la fiabilité de ces sources? Un très bonjour à tout le monde. Mais, moi, j'aime beaucoup expliquer qu'on peut comparer un peu le travail qu'on fait ici comme si, au lieu d'avoir plein d'institutions, etc., on était dans un parlement national et on travaillait dans les couloirs avec tous les partis politiques qui existent, tous les groupes politiques qui existent. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais ça ressemble, puisqu'il y a 28 délégations nationales avec ce porte-parole, à qui on peut demander de contraster ce qu'on a appris chez nous, de notre délégation ou d'une autre institution, par exemple. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de capacités de pouvoir faire ces contrastes, bien sûr beaucoup d'intérêts divergents parfois qui aident. On a la Commission européenne comme une source privilégiée, puisque tous les jours à midi, il y a une conférence de presse, malheureusement un peu endommagée à cause de la technique moderne, qui est la retransmission par EBS, qui permet aussi à chaque capitale, pas seulement à nos confrères, mais surtout aux délégations nationales, aux ministères intéressés par un sujet concret, de voir en direct et au même moment l'information qui est en train de nous être fournie à Bruxelles. Ce qui veut dire que quand il lève ta main pour poser une question embarrassante, imaginons pour le gouvernement espagnol à propos de fiscalité économique, crise économique ou quelque chose de pareil, au même moment,
Le porte-parole à Madrid est en train d'envoyer un message à celui qui doit nous répondre, en train d'avertir « Je t'avais dit de ne pas aborder ces sujets, tu m'avais promis qu'elle n'aurait pas la parole, blablabla. Bla, bla. » Et ça se passe, disons, en question de secondes, mais ça se passe. Bon. Donc, on a les conseils aussi comme source. Avec un système beaucoup plus petit de porte-parole, qui ne sont pas de porte-parole d'ailleurs, qui sont des gens qui sont spécialistes sur chaque sujet, et on a le Parlement. Le Parlement où il y a les groupes politiques et les travails individuels des députés. Donc vous voyez que les sources qu'on a, elles sont très variées, ça nous permet vraiment de faire un bon contraste, mais malgré ça, notre principal souci en faisant l'information, c'est à ces moments d'empêcher la propagande. Et ce n'est pas seulement notre principal souci, moi je crois que c'est le pire des problèmes auxquels l'Europe est confrontée. Parce que tant que les institutions croient qu'en vendant l'Europe comme si c'était un yaourt, vont réussir à faire que les gens les soutiennent de plus, ils sont en train d'empêcher que le vrai débat avec les vraies questions et les vraies réponses puisse arriver à nos capitales. Merci Griselda. Effectivement, tu abordes la question de la crédibilité des intérêts croisés et très souvent non convergents entre nos interlocuteurs. Ce qui est frappant d'ailleurs, c'est que lorsque l'on couvre par exemple une réunion du Conseil des ministres dans le bâtiment voisin, lorsque l'on va au point de presse du ministre français, on prend des notes. Nos confrères allemands sont dans la salle voisine en train de prendre des notes de ce que dit le porte-parole ou d'ailleurs le ministre allemand. Le britannique fait de même, le belge aussi. Et puis on se réunit après avec nos notes et on se demande si ces ministres et ces porte-paroles ont assisté à la même réunion. Alors évidemment, sur un ordre du jour où il y a une quinzaine de points, tous les points ne sont pas également importants pour chacune des délégations. Mais de là à ce que l'on ait parfois l'impression que sur un point précis, il y a effectivement des vues qui sont censées être des vues d'ensemble et de synthèse, qui sont totalement contradictoires. Il y a là effectivement un point qui nous amuse toujours beaucoup. Et ce n'est simplement qu'en comparant nos notes entre nous, nous de représentants des organes de presse de pays différents, c'est en comparant nos notes qu'on arrive à peu près à reconstituer ce qui s'est dit pendant la réunion. Car bien entendu, ces réunions sont à huis clos. Elles ne le sont pas systématiquement, mais la partie qui est ouverte au public et pas uniquement à la presse est généralement la partie la moins intéressante, où les ministres lisent des textes en les annonnant et où on n'apprend pas grand-chose. Mais il faut de temps à autre rendre justice aux institutions qu'elles essayent de faire un peu de transparence. Celle-ci n'est probablement pas la meilleure façon ni la façon la plus efficace d'y procéder. Alors je me tourne maintenant vers Michael, l'homme de grande expérience et qui écrit pour ce que je tiens, moi, pour être le quotidien allemand le plus fiable. Et malheureusement, la langue allemande aujourd'hui n'est pas aussi connue qu'elle devrait l'être, parce que je considère que la FAZ est tout de même au moins aussi bonne et fiable que le Financial Times, que tout le monde cite ici à Bruxelles. Alors, Michael, est-ce que tu partages ce souci que nous avons et qu'a évidemment évoqué Griselda à l'instant, d'éviter d'être en quelque sorte les instruments involontaires d'une forme de propagande? Ok, oui, d'accord. Merci, oui. C'est le printemps de l'optimisme, donc j'essaierai d'apporter une note un peu plus positive à ce débat, bien que je sois d'accord sur la plupart des remarques que vous avez faites, mais pour relever un point que Quentin, tu viens d'évoquer, certes, lors des grandes réunions, les sommets européens, il y a cette tentation de faire passer un certain message qui plaira l'opinion publique de l'État membre en question. Mais d'un autre côté, ce qui est intéressant ici à Bruxelles, c'est que c'est une place qui est différente par rapport à la situation qu'on connaît souvent dans les capitales européennes ou à Washington, où là, vous avez un groupe de journalistes qui ont un accès privilégié, la White House Press en l'occurrence à Washington, et qui eux, ont davantage de possibilités d'avoir accès aux informations, alors qu'ici, ça n'existe pas. Certes, il y a des médias qui sont privilégiés, fiables, plus ou moins, tels que
le Financial Times, un peu moins notre journal, je ne dis pas moins fiable, mais on a moins d'accès. Mais en général, il n'y a pas cette discrimination qui s'exerce un peu partout, c'est-à-dire que vous avez un accès assez facile comme journaliste accrédité ici à Bruxelles, et vous avez en plus, vous avez une multitude de sources auxquelles vous pouvez adresser dans des institutions, mais aussi auprès des représentations permanentes des États membres respectifs. Vous avez la possibilité quand même de contrôler la version qu'on vous donne auprès d'autres sources. Ce qui, dans un monde idéal, pourrait éviter le fait qu'on vous donne des informations truquées. Il y a une pression qui s'exerce, celui qui ne cesse de faire de la propagande ou même de ne pas dire la vérité, il a un problème de crédibilité. Donc je partage en partie ce que tu viens de dire. Mais d'un autre côté, je dirais aussi qu'il y a aussi des points forts ici à Bruxelles. Il y a certainement ce problème de communication que Griselda vient d'évoquer également. C'est que la transparence, c'est une bonne chose, mais parfois un surplus de transparence mène à moins de transparence. Donc si vous avez l'occasion de regarder le rendez-vous de midi, ça se passe tous les jours à midi, comme le nom laisse le présager, et le terme de rendez-vous, c'est un terme qui remonte aux années 70, je dirais même, ou 80. Maintenant, c'est moins un rendez-vous, mais c'est une place publique où tout le monde passe, où tout le monde peut s'informer. Donc, il y a, en effet, il y a des messages qu'on essaye de passer et moins l'information. Alors que nous, en tant que médias, nous, ce qu'on a besoin, c'est vraiment des informations, des faits, sur la base desquels on sera en mesure de relater les choses telles qu'elles le sont. Naturellement, sont toujours différentes et la presse est toujours subjective. Mais le problème qui existe, c'est que sur ce concept de communication, il y a une divergence fondamentale entre les acteurs politiques, les gens dans les institutions européennes, et la presse. Pour beaucoup des acteurs, notamment les porte-paroles, la communication consiste moins en faire passer des informations, mais des messages. Alors que nous, on veut un peu gratter derrière cette façade pour voir quelle est l'information. Et c'est là que, à mon avis, le nœud du débat est en train de se passer, et c'est là où nous, en tant que journalistes, on doit être extrêmement vigilants. Merci Michael. En effet, le rendez-vous de midi, et effectivement ce terme remonte aux années 1970 où la langue française dominait les institutions, c'est nettement moins le cas aujourd'hui, mais on a gardé le terme de rendez-vous, terme français, plutôt que midday meeting, en dépit d'un certain nombre de tentatives d'angliciser la salle de presse. Alors effectivement, nous avons connu, il y a un certain nombre d'années, un rendez-vous de midi où on pouvait se parler librement. À partir du moment où il y a des caméras dans la salle de conférence de presse, que n'importe qui, comme Griselda l'a très justement indiqué, peut suivre cette réunion n'importe où dans le monde sur un ordinateur, effectivement, les gens sont dans des rôles totalement figés. Et comme Michael l'a dit, très souvent, les physiciens vous diront qu'il n'y a pas de noir plus opaque qu'immédiatement à côté d'une source de lumière vive. Ce qui fait qu'en réalité, vous avez un jeu de rôle. Il y a un certain nombre de nos confrères et consoeurs qui ont un rôle à jouer, qu'ils souhaitent se montrer, c'est l'occasion évidemment, mais la pertinence de leurs questions et la pertinence des réponses n'a au fond pas grand-chose à voir avec nos soucis et nos préoccupations et les véritables interrogations professionnelles qui sont les nôtres. Alors effectivement, le pauvre porte-parole de permanence qui est là n'apporte rien mais renvoie des balles, c'est à peu près ça. Et si vraiment le journaliste professionnel qui n'est pas dans une phase ascensionnelle de vedette de salle de presse pose des questions trop précises, il s'attire la réponse « Viens me voir dans mon bureau tout à l'heure ». Et la transparence s'effondre en quelques secondes. Alors c'est pour ça que moi, j'allais de façon assez suivie il y a quelques années au rendez-vous de midi. Je n'y vais plus jamais.
je n'y apprends rien. Et de toute façon, s'il s'en sort quelque chose, je le verrai bien dans les dépêches d'agence dans les heures qui suivent. Pas immédiatement après, parce que les agenciers, généralement, vont déjeuner avant de faire leur copie. Voilà. Alors, à ma droite, Miaela a le rôle redoutable et difficile de travailler autour des institutions européennes pour un organe de presse dans l'un des États membres qui est plus récemment arrivé dans l'Union européenne et dont la situation, tout comme celle du voisin bulgare, est un peu en pointillé, un peu difficile à définir. Une situation particulière, il n'y a pas d'exemple auparavant d'un élargissement où les États membres se soient retrouvés en quelque sorte en liberté surveillée pour l'avenir prévisible. Et évidemment, la classe politique dans le pays de Mihaela, la Roumanie, est une classe politique en formation, pourrait-on dire, et dans la douleur, et qui apprend lentement, au fond, les règles qui sont celles des États membres d'origine, leurs valeurs, l'absence de corruption, l'absence de pression directe sur les médias. Or, Mihaela vit tout ça, et ça ne doit pas être facile tous les jours. Non. Heureusement, je ne le vis pas, parce que je vis à Bruxelles. D'ailleurs, c'est pour ça que je vis à Bruxelles. Non, oui, enfin, effectivement, la Roumanie, comme Quentin le disait avec la Bulgarie, se trouve en liberté surveillée, et se trouve en liberté surveillée depuis plus de 7 ans, et on ne sait pas pour combien de temps encore. Donc c'est ça qui est drôle. Parce que ce sont les seuls États membres, la Roumanie et la Bulgarie, qui ont ce qu'on appelle un mécanisme de sauvegarde. C'est-à-dire que la Commission européenne les suit de près pour voir si elles arrivent à éradiquer la corruption et à refaire leur système de justice, ce qu'ils n'arrivent absolument pas. Donc voilà, on a dit que les deux pays seront surveillés pendant 3 ans après l'adhésion, et on est 8 ans après, et je viens d'assister la semaine dernière au Parlement européen à un débat là-dessus. Personne ne sait quand ce mécanisme pourra être levé, car il est toujours utile, dit la Commission européenne, alors qu'il n'est absolument pas utile. Parce que s'il aurait été, ou alors efficace, parce que bon, peut-être qu'en théorie il a été utile quand on l'a inventé en 2004, mais il n'est absolument pas efficace, ou alors pas efficacement mis en application. Mais oui, pour un journaliste roumain, ou une journaliste à l'occurrence à Bruxelles, ce n'est pas facile. Ce fut d'autant plus difficile il y a une vingtaine d'années quand j'ai débarqué ici, quand on ne parlait pas d'élargissement. L'élargissement n'était absolument pas à l'agenda. On était juste des gens de l'Est qui avaient dans leur poche un passeport bizarre et un visa de 3 mois. Et c'était vraiment c'était la galère. Alors après, pour avoir une accréditation à la Commission européenne, ce n'était pas impossible. Je l'ai obtenu après maintes démarches en 95 peut-être, mais après, pour avoir l'accès à l'information, ne fût-ce que pour qu'un porte-parole daigne vous répondre à une question, c'était absolument impossible. Je me rappelle le temps, juste avant les années 2000, si j'obtenais à parler à un député européen, j'étais contente pour la semaine, quoi, pour la semaine. Alors que maintenant, il y en a qui vous appellent tous les jours et tu dis non, pas maintenant, monsieur, parce que là, je suis en train de faire autre chose. Mais non, on les renvoie, quoi. Mais à l'époque, c'était vraiment pour nous, les journalistes roumains, bulgares, polonais, etc., etc. Moins pour les autres, plus pour les Roumains et les Bulgares. Mais je dois dire qu'à l'époque, donc il y a bien une vingtaine d'années, 18 ans par là, j'ai connu à Bruxelles, il y avait un corps professionnel des journalistes roumains, bulgares et polonais, très, très, très professionnels. Et d'ailleurs, il y en a qui ne sont plus ici, qui sont retournés dans leur capitale ou qui ont passé à autre chose, qui travaillent dans les institutions européennes. Et je garde toujours contact avec eux. Ça me fait toujours plaisir parce que c'était des gens exceptionnels. Déjà, avoir réussi dans ces conditions-là, c'était surtout des femmes. Je ne suis pas du tout féministe, je suis contre le féminisme, mais il faut le dire, c'était quand même des femmes, c'était surtout des femmes. La plupart d'entre elles avaient suivi une formation à Paris en études européennes. Et ça se voyait, ça, on pouvait le dire. C'était le beau temps. C'était aussi le beau temps parce qu'à l'époque, comme tu dis, Quentin, on allait au Breidel, au rendez-vous de midi. On était peu nombreux. La salle était petite. C'était vraiment, ça nous faisait plaisir de nous retrouver avec les porte-paroles et ça n'était pas encore transmis via Internet dans toute l'Europe. Donc effectivement, on avait une relation très, très soudée avec les porte-paroles. Moins que les autres, mais
on va dire que c'était quand même très agréable. Et c'est vrai qu'après l'élargissement de 2004 et de 2007, pour les journalistes de l'Est, la situation a bien entendu changé, parce que non seulement maintenant ils ont accès aux sources d'information au Parlement européen via leurs députés européens et via leur représentation permanente de leur pays auprès de l'Union européenne, mais on est quand même des États membres, donc un Roumain sera toujours regardé mieux qu'il était il y a 10 ans. Enfin, je ne suis pas sûre, mais j'espère. Peut-être un Polonais, allez, on va dire. Un Polonais est mieux regardé maintenant qu'il y a 10 ans ou 12 ans. Donc voilà, donc pour les journalistes de l'Est, ça n'a pas été simple, mais je crois que ça a été d'autant plus enrichissant. Donc moi, je regrette absolument rien, j'ai dit tout ça, mais c'était absolument fabuleux de travailler ici. Et je crois que Bruxelles est parmi les seuls endroits au monde où on peut faire du vrai journalisme et où les journalistes sont vraiment des êtres exceptionnels. Merci. Merci. Je vais faire un rapide passage sur chacun d'entre vous. Excuse-moi, Oui, oui, oui. je sais pas si je suis féministe ou non, mais je vais quand même corriger là sur un point, parce qu'il y avait aussi des hommes comme Lorenzo, Quentin et moi-même, issus de ces pays-là, des gens exceptionnels qui travaillent. Oui, je donnerai les noms de Pavel Buda, de Karel Bartak et Jacek Safuta, qui maintenant dirigent le bureau de l'agence de presse polonaise. Donc il y a des femmes formidables, mais il y a aussi quelques hommes qui font très bien leur boulot. Et 2 ou 3 de ces hommes exceptionnels sont aujourd'hui hauts fonctionnaires européens. Voilà. Oui, je vais passer la parole à la salle dans un instant. Je voudrais juste faire un rapide passage, en commençant évidemment par Griselda, pour vous demander, dans un monde idéal, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que notre travail soit plus agréable, plus pertinent, plus efficace? En 3 phrases. Ben, agréable, c'est déjà très agréable le travail qu'on fait. Ça, il faut le dire. Alors, plus efficace, qu'est-ce qu'il faudrait changer? Moi, je crois qu'il faudrait changer le système de porte-parole, de façon que les conférences de presse des politiciens soient en direct, mais que le rendez-vous avec la presse de chaque jour à midi ne soit plus en direct, de façon qu'on puisse vraiment avoir des réponses claires aux questions qu'on se pose. Sinon, il faut dire que l'accès aux sources à Bruxelles, il ne faut pas se tromper, il est facile par rapport à beaucoup de capitales. Et je ne parle pas de la France, mais je parle par exemple de capitale du Sud, la mienne, où avoir un téléphone, un numéro de GSM d'un politicien, c'est un peu les intimes, disons comme ça. Il doit être très sûr que, enfin, ce n'est pas le cas ici. Donc, il y a le numéro de GSM de la plupart des gens. L'accès est facile, les contrastes des sources est facile, il faut investir du temps, il est facile. Ton point de parti, il est clair parce que c'est ton point de vue national. Le problème, c'est que malheureusement, on a converti un peu, étant donné que la répercussion de ce qui se passe à Bruxelles a beaucoup grandi, on a converti un peu l'information dans un sort de spectacle subventionné. Et ça, moi, je crois que c'est un truc vraiment à revoir d'une façon sérieuse et urgente, quoi. Lorenzo, même question. Oui, je suis normalement assez d'accord avec Griselda, là aussi, mais je dois ajouter quelque chose d'autre. Il y a une tendance parmi surtout les porte-paroles de presse à cacher les questions controversées, à cacher les conflits. Or, c'est ça qui tue l'information, c'est ça qui tue l'intérêt sur l'information. Il faudrait avoir clair le cadre quand il y a des conflits, le cadre des conflits et des questions controversées. Par exemple, savoir s'il y a à l'intérieur de la commission des gens qui sont contre certaines choses, savoir ça. Normalement, on arrive à le savoir, mais on arrive à le savoir malgré les services de presse. Pas parce que les services de presse nous le disent, ils font tout pour le cacher. Alors, on l'apprend à l'occasion de la publication du démenti. Voilà. Et l'autre chose importante, évidemment, pour les journalistes, une chose qui nous est très demandée, c'est l'angle national.
Et alors là, je ne sais pas si c'est positif ou négatif. Parfois c'est positif parce que ça pousse les gens à s'intéresser, parce que à pouvoir toujours faire la comparaison, notre pays, les autres pays, etc., ça fonctionne, ça marche. Ce sont des choses qui marchent. Donc là, ils arrivent plus ou moins à nous donner parfois des informations de ce type-là. Pour moi, c'est pas la chose la plus importante, parce que moi, je suis très européenne dans la façon de voir les choses, mais je vois que ça marche, donc ça serait intéressant. Mais la chose la plus importante, je crois, ce serait d'avoir, je l'ai déjà dit, des décisions qui soient des décisions courageuses de la part des institutions, parce que ça, c'est quand même des nouvelles. Aujourd'hui, il y a un Conseil européen, s'ils arrivent à prendre finalement des décisions et à les appliquer, parce qu'en 2013, ils avaient aussi proclamé au monde entier qu'ils allaient changer la chose après la dernière tragédie de Lampedusa, et là, on est au même niveau, sans avoir rien fait en fait, sauf des mots, et donc on espère aujourd'hui qu'il y aura des décisions. Donc s'il y a des décisions, c'est plus facile pour nous évidemment d'en parler et de faire des informations. Mais la dernière chose que je voulais dire, il nous faudrait avoir plus d'espace, plus de temps, plus de confiance de la part de nos rédactions pour faire des enquêtes, pour aller en profondeur, pour aller en vertical et pas rester en horizontal sur la surface des choses, en suivant de façon superficielle l'actualité communautaire. Et parce que quand on suit de façon superficielle l'actualité communautaire, on ne fait que reproduire la communication des institutions. Alors que ce qu'il nous faut, c'est de travailler en profondeur, rentrer dans les choses, aller chercher l'information là où elle n'est pas, là où ils ne veulent pas que nous arrivions, et essayer de trouver l'autre face, la face cachée. C'est ça ce qui pourrait faire marcher mieux, je crois, notre métier. Il y a maintenant l'arrivée de Politico qui pourrait marquer un changement, parce que eux, ils sont comme ça, c'est ce qu'ils disent au moins, c'est ce qu'ils proclament, qu'ils veulent faire des enquêtes, et donc c'est positif, je crois, d'avoir un éditeur, Spring, qui met beaucoup d'argent pour ça, avec beaucoup de journalistes qui seront employés pour faire des enquêtes. On va voir si ça marche. Je ne sais pas si ça marchera, mais au moins quelqu'un essaie de le faire. Oui, je suis un peu moins enthousiaste que toi sur la question de l'arrivée de Politico. Vous savez, quand vous débarquez quelque part en disant à 1000 journalistes vous travaillez très mal, on va vous montrer comment travailler, on est les meilleurs, les plus rapides, c'est pas comme ça qu'on se fait beaucoup d'amis en ville. Hein. Bon, même question, 3 réponses en 3 phrases. Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Déjà, oui, le service de porte-parole de la Commission, parce que c'est de ça qu'on parle surtout, c'est là que l'opacité est la plus grande. Sinon, on n'a pas de souci en communiquant avec le Parlement ni avec le Conseil, absolument, absolument pas. Au Conseil, ils sont absolument adorables tous. C'est pas qu'à la Commission, ils sont pas adorables, mais c'est la politique de la maison qui veut qu'un porte-parole empêche l'information de passer. Après, bon, je me mets à leur place, des fois, ils prennent nos colères en salle de presse, alors qu'ils sont pour rien. Surtout les tiennes, Lorenzo, j'adore. Comme tu exiges des réponses, je veux que ça soit maintenant et pas dans 2 ans. Alors que le pauvre porte-parole, on lui a pas donné une ligne à lire, il va pas l'inventer, il n'est pas fou. Ou alors qu'il connaît un peu plus de ce qu'il dit au micro, mais il peut absolument pas s'exprimer. Donc voilà, oui, c'est un souci dans le travail avec la Commission. Et moi, ce qui m'a toujours énervé, mais je comprends leur logique quelque part, c'est que la Commission pratique une fuite d'informations contrôlées. Et à chaque fois qu'ils veulent prendre le pouls des capitales sur un problème important ou sur une proposition importante qui est en cours de préparation, ils lâchent des morceaux dans la presse anglo-saxonne. Pourquoi dans la presse anglo-saxonne ? Parce que c'est la langue anglaise qui est la plus lue en Europe finalement. Hein. Et donc, en Financial Times recevra, n'est-ce pas, un article déjà écrit, ou alors les grandes lignes d'un article qu'ils doivent écrire sur, par exemple, une proposition de directive. Et alors... on verra quelle est la réaction des capitales, et en fonction de ça, on changera là ou là. Et ça, j'ai toujours trouvé que par rapport au restant du corps de presse à Bruxelles, c'était vraiment une pratique qui n'était pas loyale. Et il n'y a pas que le Financial Times, ça dépend. Des fois, c'est Financial Times Deutschland, des fois, c'est BBC aussi qui en a. C'est rarement la presse française, c'est très rarement la presse française qui en bénéficie, mais il faut voir. Et voilà, donc moi c'est un peu ça. Sinon, à Bruxelles, on travaille de manière très agréable et je pense qu'on a beaucoup de confort à le faire.
Oui, alors moi je me félicite particulièrement que la presse française, et en particulier Radio France et Radio France Internationale, ne fassent pas l'objet de ce que je tiens pour l'instrumentalisation de notre action. Je veux dire, recevoir une feuille de papier disant alors tu publies ça mais tu le dis à personne, enfin en gros, c'est pas vraiment du journalisme d'investigation. Donc moi je suis très content qu'on ne soit pas pris dans ce genre de filet. Michael, même question. Oui, non. En blaguant, mais il y a de vrai là-dedans, on dit toujours la meilleure source pour un journaliste, c'est un autre journaliste. Et à Bruxelles, c'est vrai parce qu'on arrive à avoir un contact très facile avec les consoeurs et les confrères des autres nationalités pour s'échanger et ça aide beaucoup. Donc là, il n'y a rien à améliorer, au contraire, c'est excellent. Pour ce qui est de la politique d'information, et je parle d'information, pas de communication, vraiment le noyau du problème se situe là. C'est que eux, ils essayent, et c'est vrai pour cette commission d'avantage qui, elle, prétend être politique, c'est d'éviter ces dérapages de ce qu'on appelle en anglais le spinning, donc que vous avez appelé propagande. Moi, j'hésite un peu avec ce terme, à utiliser ce terme, mais c'est que de notre côté, en tant que journaliste, et aussi à travers de nos associations représentatives, on insiste que ce concept d'information soit au centre du débat. C'est là-dessus que nous devrons travailler, et ce message-là, ils doivent le comprendre. Et si ça passe par interdire la transmission du briefing de presse, pourquoi pas. Mais ce qui est essentiel, c'est même s'il passe ce message en live, il faut que l'information ait lieu. Ce que nous constatons maintenant, et je trouve que c'est un dérapage, c'est que ils ont décidé au niveau de la commission de faire passer les commissaires une fois par semaine en salle de presse pour faire ce qu'ils appellent le débriefing de la réunion. Tout ça mène au fait qu'il y a un commissaire qui est dépêché en salle de presse, qui ne connaît très peu sur les matières sur lesquelles il décide à titre égal avec ses collègues, mais il parle de ces dossiers. Il n'y a pas moyen de poser des questions sur les autres sujets à l'ordre du jour, et ne parlons pas d'autres sujets qui sont à l'actualité. Donc là, il y a en plus une tentative davantage de museler ou de serrer le verrou et d'empêcher qu'il y ait cet échange qui est très important pour nous aussi lorsque les collègues demandent des questions en salle de presse. Pour nous, c'est intéressant aussi, on peut bondir dessus, on peut continuer à essayer d'en savoir plus à travers nos propres sources d'information. Donc, information, c'est ce qui compte, c'est vraiment le plus important. Merci. Alors, mesdames et messieurs, mes consoeurs, confrères et moi-même sont à votre disposition et je crois que monsieur bout d'importance depuis 10 minutes et voudrait nous poser une question. Allez-y, monsieur. Je ne boude pas, monsieur, mais je viens de Budapest, donc c'est une autre ville que Bucarest, mais la plupart des gens font encore pas la différence ici au pays de l'Ouest. J'aimerais demander quelle est la situation des journalistes hongrois ici à la Commission. Et ma deuxième question, ayant déjà assisté à beaucoup de congrès sur le Réinventons l'Europe, qu'est-ce qu'il faut faire par les médias, qu'on parle avec une voix? Parce qu'on dit toujours l'Europe n'a pas de voix commune, aussi dans les médias. Et par ce fait, la perception est que l'Europe n'a pas de poids dans la grande géopolitique et dans la grande du lobbying. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour que vraiment les journaux se mettent ensemble et pour que les journalistes prennent le devant pour façonner une voix européenne? Ok, je ne sais pas qui de mes consoeurs et confrères veut répondre. Tu prends la dernière partie. Alors, sur la première partie, j'ai consulté rapidement mes complices ici. Nous n'avons pas de vue particulière sur la situation de nos confrères et consoeurs hongrois et hongroises ici à Bruxelles. Tout ce que je peux dire, c'est qu'ils ne sont pas extraordinairement nombreux et c'est dommage. Je crois savoir que certains d'entre eux ont des problèmes avec le gouvernement de M. Orban et nous faisons collectivement, je crois, je parle sous le contrôle des deux anciens présidents de l'Association de la presse internationale, je crois que nous avons la sympathie pour nos confrères hongrois qui effectivement voient une forme
gel des libertés publiques, en particulier dans l'expression publique des journalistes, dans ce pays. Oui, Lorenzo ? Moi, j'en connais 2 ou 3. Ils ne sont pas nombreux, donc, mais ils sont bien. C'est vrai qu'ils ont toujours participé quand il y avait le débat, quand il y a eu le débat sur la Hongrie, la liberté de la presse en Hongrie, toujours. Sauf un, parce qu'il y en a un qui à un certain moment, mais qui n'est pas fixe dans la salle de presse. Il était venu à un certain moment qui posait des questions carrément un peu provocatrices pro-gouvernement, etc. Je l'ai vu 1 ou 2 fois, mais il n'est pas un de nos collègues, disons, il n'est pas là. Les autres sont assez tranquilles. Je crois qu'ils subissent des pressions, mais ils arrivent à rester dans l'équilibre et à suivre, parce que l'Hongrie régulièrement revient dans le débat, et là ils sont présents et ils posent des questions. Griselda, tu voulais dire quelque chose sur la seconde partie ? Oui, je voulais dire parce que c'est une question passionnante sur laquelle on tourne et on tourne depuis des années, mais moi je ne suis pas d'accord avec l'approche. C'est-à-dire, je ne crois pas que la presse doit avoir une position unanime sur l'Europe ni faire la pédagogie de l'Europe, parce que l'Europe existe telle qu'elle est, et nous reflétons ce que l'Europe est. Donc, pour moi, c'est un débat très difficile. Moi, je crois vraiment que la presse, moi, la radio, on parle quotidiennement énormément de l'Europe, mais on parle du point de vue réaliste de l'Europe. Donc, il y a des questions qui ont une influence chez nous et des problèmes chez nous qui cherchent une réponse dans les institutions européennes. Donc, dans cette dialectique, le problème est plutôt politique. Il y a beaucoup de questions politiques qui ne trouvent pas de réponse. Ce n'est pas une question journalistique. Bien sûr, vous pouvez dire il me manque plus de, peut-être chez vous, ou chacun c'est chez soi, plus d'éditos qui expliquent les bonheurs de l'Europe. Mais moi, je crois que le problème qu'on a n'est pas à ces moments, et on en a un de très gros problèmes, n'est pas à ces moments un problème médiatique. Il n'a jamais été médiatique de mon point de vue. Depuis que je suis ici, il y a plus de 13 ans, je crois. Mais c'est un problème de politique. Il y a un moment où nos gouvernements ont décidé que le projet européen avait touché son toit. Mais ils ne voulaient pas aller en arrière, mais puisqu'ils ne veulent pas aller en avant, ils vont nulle part. Alors bon, la question c'est que tant qu'on va nulle part, les citoyens prennent des décisions à sa tête, se posent des questions et trouvent des réponses ailleurs. Mais ça, ce n'est pas une question médiatique. De mon point de vue, non, absolument pas. Je veux dire que moi, je peux poser une question dans la salle de presse, attendre une réponse, chercher et expliquer chez moi, essayant d'être honnête, quelles sont les limites aux questions. Mais je ne peux pas inventer. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Notre rôle n'est pas d'améliorer la situation, de dire que les choses vont bien. Notre rôle n'est pas de nous substituer à la classe politique. C'est très clair. Nous avons une part de responsabilité dans la société, mais nous ne sommes pas responsables de ce que nous décrivons. Thierry Saucet, je crois, lui aussi, bout d'impatience depuis un quart d'heure et a une question à poser. Je dirais juste une autre chose, c'est que Lorenzo est obligé de nous quitter dans quelques minutes. Donc s'il y a des questions spécifiquement pour Lorenzo, c'est maintenant qu'il faut les poser. Non, l'optimisme a de la patience par définition. Ça peut prendre un peu de temps pour y arriver. L'une des grandes valeurs de l'optimisme, c'est savoir orienter son regard vers ce qui marche aussi, vers ce qui fonctionne, vers ce qui est positif. Tous les jours, il y a des initiatives formidables qui sont mises en œuvre sur tous les plans en faveur de chacun de nos pays ou en faveur de l'Europe. Or, vous savez, le reproche qu'on fait aux médias assez souvent, c'est d'être anxiogène. Alors c'est vrai essentiellement de la télévision, bien entendu. L'ouverture des journaux télévisés est une sorte de séquence tellurique qui vous montre à peu près tout ce qu'il y a de plus affreux partout dans le monde. J'ai toujours pensé d'ailleurs que ça facilitait la consommation de tranquillisants qui est assez développée en France en particulier, mais dans la plupart des autres pays européens. Alors n'accablons pas bêtement les médias. Nous sommes aussi comme le lapin pris dans les phares. C'est-à-dire le public aime c'est le fait divers, la chose horrible. D'ailleurs, je pense que plus le monde qui nous entoure est horrible, plus nos performances individuelles, c'est spécialement vrai pour les Français très prétentieux et râleurs, sont absolument formidables. En attendant, il est vrai que cette course
à l'information exclusive, au scoop, à ce qui peut défrayer la chronique. Donc ce qui est plutôt négatif peut être considéré comme faisant partie de votre métier. Néanmoins, je me demande parfois, en lisant, en écoutant la radio, en regardant la télévision, si vous n'avez quand même pas tendance les uns et les autres à penser assez souvent que quand c'est critique, c'est de l'info, et quand c'est positif, c'est de la communication, et donc il faut vous en méfier. Lorenzo va faire sa dernière réponse là-dessus. Alors, une chose, c'est assez intéressant parce que je dois vraiment partir, j'ai des étudiants à 11h30. C'est assez intéressant parce qu'effectivement, le bon journalisme, c'est le journalisme critique. Donc ça, c'est sûr. Mais le journalisme critique ne doit pas forcément être négatif. Regardez, par exemple, dans les derniers jours, il y a eu 2 conférences de presse d'une commissaire qui est Vestager, la commissaire à la concurrence. Et elle a été très appréciée par la presse, par les journalistes, parce qu'elle communique bien. Elle communique bien dans le sens où elle est très franche, elle dit les choses, elle est très directe, elle répond directement aux questions. Et nous, notre analyse critique est qu'elle marche bien, elle sait bien, elle nous répond bien, elle nous répond directement, elle nous mène pas, c'est bien. Donc, l'analyse critique, ça ne veut pas dire forcément négative, ça veut dire qu'on analyse de façon critique les choses. Et quand il y a des choses positives, on le dit tranquillement. Et quand il y a, nous, on ne doit pas être pro-européenne. Mais quand l'Europe marche bien, moi je suis très content d'être pro-européenne. Je veux dire, ça c'est bien. Ça, on a des bons initiatives. Les initiatives marchent. Comme je l'avais dit avant, pour Delors, le marché unique, ça a marché. C'est une mobilisation générale magnifique. C'est bien. C'était une architecture politique qu'il a créée. Mais quand il y a des choses qui ne marchent pas, il faut le dire absolument. Donc, ce n'est pas la crise de la zone euro, pour moi, c'est l'archétype de ce qui ne marche pas. Comment l'Europe ne devait pas être. Comment l'Europe a été détruite dans sa motivation, dans le consensus qu'elle avait dans les gens, etc. Donc, il nous faut être absolument critique sans être forcément négatif. Excuse-moi, je dois partir. Merci Lorenzo. Oui, vas-y. Au revoir, j'ai beaucoup apprécié votre intervention, mais il y a une chose en plus. Voyons, le négatif et le positif dans l'Union maintenant, puisque politiquement, il est tellement disparaître, mais à la fois tellement globalisé, ça se touche. Donc, si on prend l'exemple, vous savez qu'il y a aujourd'hui un sommet extraordinaire pour parler de l'immigration. Donc il y a des conclusions qui ont été arrêtées hier par les repères, les ambassadeurs. Donc on a les documents. Donc la question c'est, si on dit que l'Union devient plus solidaire et fait son tournant humanitaire, en Espagne, on pensera, une partie importante de la population, ah, c'est bien, enfin, on commence à devenir un projet comme il faut face à un problème énorme. The Guardian aujourd'hui dit et met l'accent sur un petit point de ses conclusions qui est l'opération de retour. Et il interprète qu'en fait les 5000 immigrés qui viennent de camps avec le droit de refuge vont être en échange, donc on va jeter dehors tous les autres qui sont ici d'une façon illégale, et plus, pas seulement les illégaux, mais qu'on va jeter dehors tous ceux qui sont l'asile. Si, pour eux, ça c'est positif. Au Royaume-Uni, ça c'est positif. Cameron est en campagne. Il ne veut pas donner l'image d'une Europe plus solidaire face aux immigrés. Donc pour eux, le titre correct, le titre positif de la réunion d'aujourd'hui, c'est qu'on va prendre 5000 personnes qui ont le droit à l'asile, mais on va renvoyer tous les autres qui vont arriver un après l'autre. Si moi je fais ce titre chez moi, et peut-être c'est la vérité, vous voyez ou non? Ce que j'essaye de dire dans le négatif et le positif, on revient à ce que j'essayais de dire. On est malheureusement bloqué par une Europe politique qui n'avance pas. Bien. Monsieur, vous vouliez poser une question? Oui. My name is Volker. I come from Germany. Je suis Volker. Je viens d'Allemagne. Je suis président de l'association des optimistes allemands. Et je voudrais faire part d'une observation en commençant par des bonnes nouvelles que j'ai entendues dans cette salle. Mon observation, c'est que vous, en tant que journaliste, vous essayez de résoudre un problème
qui a déjà été résolu en fait dans 3 domaines. Et il faudrait examiner ces 3 domaines pour voir comment cela a été résolu. Tout d'abord, il y a la question militaire. Le problème, c'est qu'on manque de temps. Et pendant ce temps-là, il faut faire ses choix et glaner des informations sur des sujets très complexes. Et il y a des intérêts conflictuels entre différentes parties desquelles vous obtenez l'information. Et c'est résolu dans l'armée, dans l'économie et dans les mouvements démocratiques de base, comme cela a pu être vu récemment dans différents coins du monde. Alors, le problème... Enfin, et d'ailleurs, j'aurais 2 questions, soit dit en passant. Première question. Seriez-vous prêt à faire une expérience, juste une journée, se rassembler un groupe de journalistes, disons une vingtaine de journalistes qui se rassembleraient pour 4 heures et faciliter une session au cours de laquelle ils pourraient glaner des petits morceaux d'informations pour essayer d'avoir une image globale d'une situation. Ça, c'est ma première question. Et observation de nouvelles positives, c'est que nous avons vraiment énormément de journalistes. Je viens de regarder, il y en a 1200. C'est une ressource extraordinaire. Et puis, les journalistes que j'ai rencontrés, ils ont une attitude formidable. Ils veulent absolument la vérité. Et ça, c'est un engagement assez rare. Moi, je viens d'une profession où c'était peut-être moins présent. Et ce que j'ai appris également, c'est que les journalistes ont d'excellentes relations avec certaines sources individuelles. Certains journalistes connaissent telle ou telle personne et ils parlent entre eux. Donc si on a les bons processus de recueil de l'information de discerneurs complexes, je pense qu'il existe des processus qui pourraient résoudre ces problèmes, alors on pourrait peut-être ensemble construire la vérité, reconstruire la vérité. Peut-être qu'avec cette expérience d'un jour sur un sujet avec 20 personnes, on pourrait faire ainsi un modèle qui pourrait être utile pour les journalistes à Bruxelles à l'avenir. Alors, est-ce que vous seriez prêt à faire cette expérience? Danke, Sie hätten auch auf Deutsch reden können. Wir haben hier die besten Dolmetscher der Welt. Oui, pour répondre à votre question, à votre proposition, je crois que nous serions tous d'accord pour effectivement participer à cette expérience. Vous voudriez faire ça ici à Bruxelles? Okay. Yeah, that would, yes, I would bring my... Je pourrais amener mon expert Alexander et on pourrait certainement le faire. À qui dois-je m'adresser pour le faire? Il faut s'adresser au bureau de l'Association de la presse internationale, dont je ne fais pas partie, Okay. mais dont Griselda est le vice-président. Super. I will do so. D'accord, je le ferai. Monsieur, vous étiez inscrit également. Merci. Martin Devoisier. Moi aussi, membre mais du conseil d'administration ici, à Bruxelles. Je ne suis pas sûr que je partage l'avis d'Andreas sur une seule voie, parce qu'en fait, finalement, le journalisme, justement, il est là pour, ce que disait Lorenzo, faire de l'esprit critique et de l'investigation. Et aujourd'hui, on peut reprocher, au contraire, d'avoir une seule voie, qui est celle d'un réseau comme l'AFP, Bloomberg ou Reuters. Donc aujourd'hui, on cherche au contraire, plutôt à ouvrir le débat. Mais par contre, ouvrir le débat, pour rejoindre ce que Thierry disait, en termes d'anxiolytique, on est très très fort. Je rejoins complètement l'effet tellurique de l'information quotidienne, ce qui fait que j'évite souvent les premières pages des journaux pour aller voir des éditoriaux et des choses plus profondes. Et ma question, elle est: comment se fait-il et comment peut-on modifier le système de valeurs, effort démarré par l'Association des optimistes sans frontières, comment peut-on modifier le système des valeurs, parce que vous êtes, vous, les journalistes, le premier canal qui pouvait nous aider à le faire. Et vous pouvez nous aider parce que vous diffusez, avec 1200 journalistes, des informations sur l'Europe. Moi, je suis un Européen convaincu. Je suis né au moment de la création de l'Europe et je dois reconnaître que je suis quand même frappé de ce cynisme continuel sur l'Europe. Alors, aidez-nous. Comment pouvez-vous nous aider?
je crois que c'était plutôt une prise de position qu'une question. Madame, vous avez fait signe avant vous. Vous serez la suivante, madame. Donc, le numéro 23 en face de moi. Merci beaucoup. Je voulais revenir sur le titre « Comment parler autrement de l'Europe ». Il me semble que ce n'est pas uniquement un problème de médias. Il y a un peu un monde à part ici à Bruxelles, composé des fonctionnaires, des différents représentants d'intérêts tant publics que privés, des journalistes. Et je crois que ce petit monde a une certaine vision de l'Europe qui est tout à fait différente peut-être que celle qu'on peut retrouver dans les capitales. Mais disons que le débat est concentré uniquement sur l'aspect journalistique aujourd'hui. Vous n'avez pas évoqué un aspect qui est souvent... Enfin, je regrette malheureusement que quand on parle de communication sur l'Europe, les différents acteurs se renvoient souvent la balle. Je ne dis pas que je ne partage pas votre point de vue, mais vous dites le projet qu'on nous vend n'est plus ce qu'il était, les institutions renvoient la balle aux journalistes, etc. Et les vendeurs ne sont pas très bons. Se renvoient un peu la balle. Certains journalistes, quand on parle de ces questions-là, évoquent un aspect que dont vous n'avez pas parlé, qui est « oui, mais de toute façon, ça n'intéresse personne ». Et je crois que c'est Jean Quatremer, donc le correspondant de Libération ici à Bruxelles, qui parle souvent du fait qu'il doit se battre en interne pour faire passer des sujets. Et le thème d'aujourd'hui, c'est aussi l'optimisme. Vous dites que vous n'avez pas de rôle à jouer. Pour moi, il me semble qu'il y a quand même un rôle à jouer en tant que journaliste. Parler des success stories, c'est aussi de l'information. Et voilà, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer, est-ce que ce n'est pas trop facile de dire « ça n'intéresse personne » ? Quand on reçoit des personnes ici à Bruxelles qui viennent en visite, ils sont en général sidérés et fascinés. Mais ils nous disent « on ne nous parle pas de l'Europe comme cela ». Merci. Il y a deux aspects. Tout d'abord, oui, la tendance ici du millier de journalistes, vous parlez de 1200 journalistes, monsieur, mais c'est 1200 accrédités. Là-dedans, il y a à peu près 250 techniciens de l'audiovisuel. Donc il y a à peu près 1000 personnes qui rédigent effectivement ici. C'est le chiffre qu'il faut avoir à peu près en tête. Évidemment, ces 1000 personnes vivent dans la bulle que vous avez bien définie, où il y a des diplomates, des fonctionnaires européens, des experts nationaux détachés, toutes sortes de gens, effectivement. Et la tentation est grande de ronronner avec le ronron général, c'est vrai. Moi, je me félicite que mon équipe et moi-même, nous ne faisions pas que les affaires européennes. Nous avons la chance de couvrir en information en général, les 3 pays du Benelux et une partie de la Scandinavie, ce qui fait que nous rencontrons des vrais gens qui ont de vraies préoccupations et qui ne vivent pas dans un cercle d'environ 3 km autour de la place Schuman. Ça, c'est la première chose. Par conséquent, d'autre part, je suis heureux de pouvoir être du même avis que Jean Quatremer, que vous citiez pour une fois. Je crois que nous avons un devoir de pédagogie, non pas vis-à-vis de nos auditeurs, nos lecteurs ou nos téléspectateurs, mais vis-à-vis de nos propres rédactions. Alors, ça se traduit pour nous, et je crois que mes confrères sont à peu près dans la même situation, ça se traduit pour nous par deux choses. Il y a l'effort quotidien, c'est-à-dire que je ne sais pas combien de fois j'ai dû, en 25 ans, préciser que le Conseil des ministres de l'Union européenne se réunissait à Luxembourg en avril, en juin et en octobre, alors que ça ne fait que 44 ans que c'est la situation immuable, pour l'avenir prévisible. Je fais confiance à mes amis luxembourgeois pour que ça ne change jamais. Ça, effectivement, c'est de la pédagogie interne au quotidien. C'est-à-dire que mes interlocuteurs dans nos différentes rédactions, à France Inter, France Info, France Culture, etc., Radio France Internationale, on est obligé de leur dire à chaque fois, voici comment se présente la situation. C'est-à-dire que nous avons beaucoup plus que d'autres correspondants de par le monde, nous avons une obligation de dire, bon, tu as lu une dépêche, alors ils se sont trompés sur un point, alors effectivement l'éditorial du Monde d'hier, c'est un peu à côté de la plaque, mais on peut faire quelque chose dans cette direction-là qui nous paraît davantage être pertinente et correspondre à la réalité des choses que nous vivons ici au quotidien. Donc, nous faisons de la pédagogie interne, orale, tous les jours, du matin au soir.
et parfois même la nuit. Et puis d'autre part, nous organisons, ça fait partie de mes responsabilités, nous organisons aussi souvent que possible, sans qu'il y ait là une obligation de régularité, nous organisons des sessions de formation interne aux questions européennes. J'ai décidé de les ouvrir d'ailleurs depuis 2 ans, non pas seulement aux journalistes, mais également aux documentalistes de Radio France et de Radio France Internationale, et également aux gens qui participent dans d'autres rôles à la production. Et nous faisons une série de formations, d'abord générales et institutionnelles, sur l'architecture générale de ce qui se vit ici, et puis ensuite nous faisons des piqûres de rappel qui sont spécifiques dans tel ou tel domaine. L'agriculture, par exemple, ou la pêche, ce sont des choses très appréciées de nos 44 radios locales de service public du réseau France Bleu, dont une bonne partie sont en milieu rural ou alors le long de la façade maritime. Alors, nous faisons donc ces formules de formation à Bruxelles, à Luxembourg et à Strasbourg. Mais pour pouvoir accéder à une session spécialisée, il faut d'abord, l'année précédente, être passé par une session générale. Voilà. Et nous sommes très contents de voir, au bout de 5-6 années, des gens qui reviennent pour se faire une piqûre de rappel à leur demande, à leur initiative, pour la session de départ, la session générale, car ils se rendent compte qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui changent dans l'architecture institutionnelle et les procédures que nous connaissons ici. Voilà. Donc, la réponse à votre question, c'est que, effectivement, nous faisons de la pédagogie. Effectivement, il faut le faire. Et notre pédagogie s'exerce beaucoup moins vis-à-vis de nos lecteurs et auditeurs, car nous supposons un certain nombre de choses connues. Alors, d'autre part, sur la question de savoir si il faut aussi parler des trains qui arrivent à l'heure, on peut le faire si on constate que tous les trains de la ligne sont arrivés à l'heure depuis 1 an, par exemple, que ça tient du miracle. Ça, c'est déjà une information. Parler de choses qui sont... Oui, ce n'est pas le cas en Belgique. On n'a pas souvent l'occasion de le faire en Belgique. Oui. D'ailleurs, je ne sais pas dans quel pays les trains sont tous à l'heure, sauf peut-être en Grèce où les trains ne roulent plus depuis quelques mois. C'est l'histoire de la montre. Vous savez, est-ce que moralement la montre qui est cassée est supérieure à la montre qui est en retard? Et la réponse, c'est que évidemment oui, parce que la montre qui est cassée, elle est à l'heure 2 fois par jour. Voilà, c'est un peu la même chose. Bien, donc nous avons une situation qu'il faut bien voir de l'intérieur. Nous sommes des accoucheurs, nous sommes des préposés à l'explication, nous sommes des gens qui ne souhaitons absolument pas être des acteurs de la sphère publique, alors que nous le sommes par la force des choses, mais nous avons besoin d'avoir un retrait, une réserve naturelle à tout moment. Il faut que nous soyons capables d'entendre tout et son contraire, et de ne pas nous en émouvoir personnellement. Il y a une implication personnelle très certainement de chacun d'entre nous que vous avez reçue ce matin, et je vous en remercie, dans la construction européenne, parce que nous sommes aussi citoyens et optimistes, si vous voulez. Mais dans notre démarche professionnelle, nous sommes souvent d'ailleurs dans la situation d'amoureux transis ou déçus. Nous souhaiterions que les choses avancent plus vite ici. Griselda, avec beaucoup de diplomatie, a décrit ce que nous vivons depuis le début de ces événements tragiques en Méditerranée orientale. Nous savons, nous, que depuis plus de 25 ans, les institutions européennes se préoccupent de ces questions. La volonté politique s'évapore en quelques semaines après chaque tragédie. Cela fait 7 ans. On met aujourd'hui en cause le célèbre règlement Dublin II qui date de 2003. 5 ans après l'entrée en vigueur de ce règlement, la Commission avait déjà sur la table des propositions de réforme. 7 ans après, où sont ces propositions de réforme? Eh bien, elles sont toujours à l'état de propositions de réforme. La mécanique européenne ne travaille bien que dans l'urgence, en réalité. On avance ici que poussé, contraint, souvent par une actualité calamiteuse, tragique. C'est ainsi. On ne fait pas avancer naturellement 28 États membres. Plus on est nombreux, plus la capacité à aller de l'avant est limitée. Alors, il y a quelques années,
les gens disaient, oui, comprends-moi, j'ai des élections dans 6 mois chez moi, et donc on faisait preuve de compréhension, on reportait telle ou telle décision. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. À tout moment, dans l'Union européenne, il y a une campagne électorale en cours dans 3, 4, 5 pays. Par conséquent, c'est très délicat pour tout le monde, tout le temps. Et nous sommes obligés de tenir compte de cela. Voilà. Madame, vous vouliez poser une autre question? Sorry. Pardon. Merci, Monsieur Dickinson, et bonjour à tous. Je voulais en fait poser une question. Comment les journalistes, comment nos médias peuvent-ils véritablement aider l'Europe et le monde entier à reconnaître que les problèmes sociaux sont réels et qu'il faut se demander comment s'attaquer aux origines de ces problèmes sociaux? Comment dire? Parce que c'est vrai que si on se contente de regarder les phénomènes sociaux actuels tels que la crise économique, un problème X ou un problème Y, j'ai l'impression que nous ne parviendrons jamais à nous attaquer aux origines de ces problèmes sociaux. J'ai lu un article qui s'intitulait « Refaçonner l'humanité ». Et dans cet article, il était dit que l'origine de ces problèmes sociaux sont liés à la nature humaine. Renonçons à la dureté de certains pour trouver une solution aux problèmes sociaux. Et peut-être que là, les médias ont un rôle à jouer pour toucher un plus grand nombre d'acteurs de la société. Parce que si nous voulons vraiment régler les problèmes de la crise économique, les problèmes sociaux, telle ou telle crise, comment peut-on lancer un appel à de nouvelles ressources humaines pour vraiment s'attaquer aux problèmes et pour rendre notre monde meilleur? Seem to be more like a statement than... J'ai l'impression que c'est plus une déclaration qu'une question, non? Alors je ne voudrais pas vous attrister, mais je ne pense pas que nous, en tant que journalistes, nous soyons là pour améliorer le monde. Nous sommes là pour dénoncer ce que font les personnes que vous avez élues dans tel et tel domaine. Et peut-être que vos élus travaillent raisonnablement bien, peut-être non. Mais notre rôle, c'est de dénoncer leurs actes, de les mettre sur la place publique. Nous ne sommes pas aux commandes de l'avion, même si nous pouvons diffuser le message. C'est vrai, mais ne sous-estimez pas non plus votre pouvoir. Modifiez la manière dont vous allez communiquer. Communiquer l'information, mais poser aussi des questions, parce qu'il y a un problème d'attitude, effectivement. Et c'est ce que disait notre collègue. Ce n'est que le fait de balayer devant sa propre porte qui va permettre à chacun de faire changer l'Europe. Donc, changez peut-être la manière dont vous fournissez l'information. Posez aussi les questions auxquelles vous avez réfléchi, peut-être en toute subjectivité, pour inciter les citoyens à réfléchir. Ah, mais je pense que c'est ce que nous faisions, et c'est ce que nous faisons toujours. Non, non, c'est ce que nous faisons, je vous assure. Mais nous ne sommes pas là pour corriger le monde, pour le réparer. Par contre, des questions, oui, nous en posons. Mais ce n'est pas à la presse de réparer la société. Et d'ailleurs, réparer la société, et une fois qu'elle est réparée, on écrirait encore quoi? Oh, parce que j'en ai plein. Vous avez bien suivi la crise économique, je suppose. La crise économique. Et j'imagine que vous vous souvenez de la nuit de Chypre. Mais il y a eu une nuit où, après 23 heures du soir, presque 24 heures du soir, le ministre des Affaires économiques se sont réunis à Bruxelles. C'était après un conseil européen de chefs d'État et de gouvernement. Chypre. Chypre, ouais. La crise économique à Chypre. À 4 heures du matin, ils avaient décidé de bloquer les comptes de tous les citoyens chypriotes. Vous voyez bien ça. Mais 3 ans avant, ils avaient approuvé une loi qui garantissait
que n'importe quel citoyen de l'Union avait garanti par loi européenne jusqu'à 100 000 euros. Donc, ils ont comparé devant nous à 4 heures du matin, à la suivante attitude. Monsieur le Président de l'Eurogroupe, déjà les Néerlandais, Monsieur Dijsselbloem, je vais prendre toutes les questions ensemble parce que vous ne faites que vous répéter. D'accord? À la 14e question, parce que c'est moi qui l'ai posée, la 14e, ma question est, excusez-moi, il y a 3 ans, vous avez voulu tranquilliser le citoyen en leur disant qu'ils avaient garanti 100 000 euros dans son compte s'ils les ont à eux. Jusque-là, l'État garantirait ça. Quoi qu'il arrive, vous venez de nous dire qu'à Chypre, cette loi ne vaut rien. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Vous savez, la réponse de ces messieurs a été « Oui, oui, de 14 questions, il a pris celle-là, la première. Oui, 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 excusez-moi, c'est une question très importante, bien sûr, oui. Mais ça sera comme ça, parce qu'on a décidé comme ça, parce que c'est ce qu'on va faire et parce que c'est ce qui est bon. Point à la ligne. Alors, comment est-ce que vous voulez que je parle bien de l'Europe quand je fais une information sur la crise de l'Union, cette nuit-là en concret? Ou est-ce que vous croyez que les citoyens sont des imbéciles? Que parce que la conférence de presse est passée à 4 heures du matin, après un Conseil européen, donc ils avaient décidé qu'il n'y aurait pas de journalistes dans la salle parce qu'on serait épuisé? La salle était complète, toute la presse était là, on était blanc comme ça, c'est quoi ça? Mais techniquement, quand vous dites tous les comptes, vous voulez dire, excusez-moi, là où les gens se voient payer les salaires chaque mois? Parce que moi, je me disais, bon, peut-être il y a un terme qui m'échappe, puisqu'on parle en anglais et en français, et que moi, c'est pas ma langue maternelle, donc bon, peut-être il y a un terme qui m'échappe, et il vise un compte concret, un gendre de quelque chose spécifique. Mais c'était faux, c'était tous les comptes. Quand ta grand-mère ouvre ton petit compte pour le petit enfant, où elle va mettre 50 euros tous les mois, ou tous les ans, là où tu te fais payer ton salaire, tous les comptes. Pourquoi? Parce qu'il avait décidé 4 heures du matin. Mais de quoi est-ce qu'on est en train de parler? L'Europe, elle est très bien comprise par le citoyen. Moi, je suis désolée, l'Europe ne sera jamais rien à niveau médiatique. Excusez-moi, madame. L'Europe sera quelque chose à niveau politique. Donc, tournez-vous vers les politiciens, et surtout les Français, et digez-les de retourner dans la politique européenne. Parce que malheureusement, ils sont disparus. Et je vous l'ai dit, c'est très mauvais pour l'Europe. Je suis désolée. Monsieur. Ici. Je m'appelle Marc Leux, je suis un des 12 conseillers de Jacques Delors. Il y a 22 ans, nous avons écrit un livre blanc pour Jacques Delors qui disait « Attention, on change d'époque. On sort de la société industrielle et on va vers une nouvelle logique économique. C'est une plaque tectonique qui est en train de bouger. » Les chefs d'État ont dit « Mr. Delors, this is very interesting. Let's go to the next point. » Bon, alors moi j'ai 2 rêves. Le premier rêve, peut-être vous avez une opinion là-dessus, c'est qu'on recommence un débat intéressant. Est-ce qu'on change d'économie? Même s'il y a des dinosaures qui sont dans la vieille logique et qui ont le pouvoir, est-ce qu'il n'y a pas une autre logique de free share, etc., qui est en train de monter de l'opinion publique par toutes sortes de pratiques où il y a le meilleur et le pire? Et deuxième rêve, ce serait que les médias expliquent aux citoyens les changements dans les valeurs qui sont en train de se passer au niveau européen. Donc nous avons, en 1997, mesuré que 20%, maintenant c'est 35%, d'Européens sont en train de changer de valeur implicite. C'est vraiment la plaque tectonique qui bouge. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas moyen de parler de ça dans les médias? Je ne comprends pas. Donc voilà mes 2 rêves. Bien, nous arrivons au terme de cette rencontre. Est-ce que j'ai encore une prise de parole ou une question de la part de quelqu'un? Madame. Voilà.
Je constate chaque fois que je regarde la télévision, les nouvelles à la télévision ou les nouvelles j'entends les nouvelles à la radio, que les nouvelles sont identiques partout. Toutes les chaînes, toutes les émissions à la radio, partout on parle exactement de la même chose, un peu différemment avec d'autres paroles, mais toujours les mêmes nouvelles. Alors, je me demande, j'ai travaillé 28 ans à la commission, il y a plein de choses qui se passent, success stories, comme vous avez dit, d'autres qui ne sont pas tellement success, mais qui sont très intéressants pour la population, pour les gens, pour les citoyens. On n'a jamais parlé de tout ça. Et comment ça se fait que vous ne parlez que des mêmes choses toujours? Tous les journalistes, ils n'ont que les mêmes sujets à présenter. Merci. Oui. Je pense que la réponse, c'est que tout le monde, tout journaliste recopie tous les autres. C'est-à-dire tout le monde se recopie. Merci, madame, mais je voudrais que les journalistes nous confirment ça, parce que je trouve que c'est grave. Alors, Quentin, vas-y, si c'est juste. dis-le. Bien. Hein? Je ne voudrais pas donner l'impression que je ne réponds pas aux questions, contrairement à ce que vous pensez, monsieur, car nous sommes un peu divisé la tâche, et c'est Michael qui va vous répondre. Mais je réponds d'abord à madame. Je suis d'accord avec France quand elle dit que tout le monde recopie tout le monde. L'intérêt, c'est effectivement d'être le premier à réagir à une information, à donner une information, parce qu'on est certain à ce moment-là que tous les autres font du suivisme. C'est pour ça qu'il est important d'être rapide. Mais ça vaut aussi pour ceux qui sont chargés de communication dans les institutions ou ailleurs. Moi, je reçois de ce bâtiment en face des communiqués qui sortent, des réactions véhémentes ou indignées ou enthousiastes de la part de députés européens de 24 à 48 heures après l'événement. Autant dire que ce communiqué va à la poubelle ou n'est même jamais imprimé. Il faut être rapide. Et le journaliste qui est le premier à sortir quelque chose, grâce à l'Internet aujourd'hui, on a une filiation directe, on voit tout de suite. Et même lorsque vous faites un magazine, vous faites un travail de fond quelques semaines ou quelques mois après un événement, ou vous regroupez un peu différents événements, vous faites un tout, à ce moment-là, vous faites quoi? Vous allez puiser dans l'Internet. Et donc, vous alimentez sur ce qui a déjà été publié ailleurs. C'est pour ça qu'il faut être rapide, il faut être le premier pour donner le là. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit tous les mêmes choses? Parce que, d'abord, et ça c'est une critique personnelle, mais qui est spécifique à la France, parce que la classe médiatique aujourd'hui en France, elle est à peu près interchangeable dans ces différentes unités. Moi, je me souviens, il y a un certain nombre d'années, un nombre certain d'années, je donnais cours à l'École supérieure de journalisme de Lille. Et pour pouvoir présenter le concours de cette école, il fallait pouvoir justifier d'un cursus d'au moins 2 années sanctionné par un diplôme de l'enseignement supérieur. Et nous voyions arriver des candidatures qui étaient bien au-delà de cela. Et nous nous en félicitions. Nous disions, voilà, on va bien au-delà du DUG, on a des gens qui sont à bac plus 4, bac plus 6, c'est formidable, on attire des cerveaux. Dans les faits, on s'est aperçu, on a dû déchanter quelques années après. Pourquoi? Parce que les gens qui réussissaient les concours des grandes écoles de journalisme en France étaient des gens qui sortaient en gros du même milieu social, bourgeoisie moyenne de province. Ils avaient les mêmes diplômes, Sciences Po Province ou une maîtrise de Sciences Éco. On les mettait dans le même moule pendant 2 ans, vous ne nous attendiez tout de même pas à ce que des personnalités éclatantes et individuelles sortent de ce genre de traitement. Et aujourd'hui, nous payons, ce qui s'est entamé il y a à peu près 15 ans, nous payons effectivement la faiblesse de la largeur de recrutement, du spectre de recrutement dans la presse,
Nous payons également le fait que la réglementation pour l'accès à la profession en France soit extrêmement restrictive. Et par conséquent, il ne faut pas s'étonner que des gens étant passés par ce que je viens de dire, travaillant dans des organes de presse différents et même concurrents, on arrive aux mêmes conclusions quant à la hiérarchie de l'information du jour. Donc, j'apporte de l'eau à votre moulin. Que faut-il faire pour en sortir? Eh bien, c'est comme les questions d'immigration. L'urgence est là et requiert une solution immédiate, sauf que les seules solutions qui marchent sont des solutions à moyen ou long terme. Pas très optimiste, désolé. Et juste une remarque à madame. Je crois que le problème essentiel, c'est la montée de l'Internet et de l'information en permanence. Dans le temps, Quentin, Mireille, moi, on vivait un peu dans des mondes différents. La presse écrite, la radio, la télé. Aujourd'hui, il n'y a plus cette différence-là. Donc, en permanence, il y a cette concurrence et c'est ce qui mène à un nivellement au niveau de l'information. Mais pour ceux qui connaissent l'Italie et qui aiment l'Italie comme moi, c'est un phénomène qui existe depuis très longtemps. Dans la presse écrite en Italie, déjà avant la montée de l'Internet, on était étonné à voir les mêmes manchettes tous les jours dans les journaux avec des histoires qui ne devaient pas nécessairement être en manchette. Hein. Donc il y a des problèmes structurels à ce niveau-là aussi. Donc moi je dirais c'est surtout ça. D'un autre côté, il y a une diversité qui existe. Griselda a évoqué le cas du Guardian, ce qui m'a étonné que le Guardian, qui n'est pas connu pour vraiment soutenir la cause de David Cameron, le présente de façon positive, que c'est un tuyau pour mettre les gens à la porte, pour plaire aux conservateurs britanniques, soit. Monsieur Lux, sur les points que vous venez d'évoquer, je ne suis pas tellement pessimiste, et c'est la devise du jour. Je crois que ce débat, il est en cours, il a toujours été en cours. Et d'ailleurs, vous le constatez maintenant, le débat sur des sujets très controversés tels que le traité de libre-échange et de protection de l'investissement transatlantique. C'est un débat. On peut en discuter si ça se passe d'une bonne manière, mais c'est un débat qui a lieu et ça, c'est quelque chose de très positif. Aussi, les débats sur les changements sociétaux. Madame numéro 24, excusez-moi. You've mentioned that. That's true. Vous aviez fait allusion et vous avez raison. C'est vraiment une question de valeur de nos sociétés. Et ça, c'est quelque chose que nous connaissons. De ce passé. Jacques Delors, que vous venez d'évoquer, je crois qu'il a très bien ciblé, expliqué ce problème en le rétrécissant sur le débat européen il y a une quinzaine d'années de cela, lorsqu'il a présenté sa vision de fédération d'États-nations pour l'Union européenne. Il a dit le problème, c'est que l'Europe ne présente pas cette âme-là qui fasse qu'elle soit attrayante pour les citoyens européens qui n'arrivent plus à s'identifier à ce projet parce qu'ils se sentent, parce qu'on appelle la mondialisation, globalisation. Il a très bien expliqué déjà à cette époque-là et nous sommes toujours en plein dans ce mouvement-là. Donc l'Europe doit essayer de retrouver sa place, mais je constate qu'il y a ce débat, il est en cours et je pense que c'est quelque chose qui doit nous inciter à nouveau optimiste. Je terminerai en vous racontant une histoire qui m'est arrivée ici dehors dans le parc où je me trimballais une douzaine d'années de cela avec un collègue écossais et dans l'immeuble là derrière il y avait la réunion de la Convention européenne qui travaillait sur le projet de traité européen et ça coinçait à gauche et à droite. Il y avait des reproches des visions nationales telles qu'on les connaît aujourd'hui aussi, même à un niveau supérieur. Et Nick, c'est comme ça qu'il s'appelle, me disait, lorsqu'on traversait le parc ici, il a dit, oui, c'est vrai, ils se bagarrent, mais d'un autre côté, c'est aussi un symptôme, un symbole même du fait que les relations sont tellement étroites maintenant que forcément, il y a ces frictions. Mais en tant que telles, c'est une évolution constructive et positive. Et je crois qu'il faut voir les choses de ce côté-là aussi. Voilà.
Merci Michael, qui a donc fait une remarquable synthèse et une conclusion. Et donc, je n'aurai pas à la faire moi-même, donc je n'y vois qu'un intérêt personnel. D'autant plus que je vais être obligé, avec 10 minutes de retard, de mettre fin à cette rencontre. Mais vous savez, il ne faut pas nous en vouloir parce qu'on s'en va maintenant, et alors qu'il y a encore très certainement de nombreuses questions et prises de position frustrées autour de cette table. Mais en Ardèche, où les gens sont de bons paysans et de bons vivants, on sait qu'un bon repas, c'est quand on sort de table et qu'on a encore un peu faim. Voilà. Mesdames et messieurs, merci. Je vais filer rapidement moi-même parce que je suis à l'antenne à 13h à France Inter et je ne sais pas encore ce que me veut le présentateur. Merci à tous et à toutes.